notre invité politique à présent, invité et eux. Bonjour Malika Sorel. Bonjour. Vous êtes candidate du Rassemblement national aux élections européennes. Alors ça n'est pas vous faire insulte que de dire que vous n'êtes pas forcément très connue dans le milieu de la politique actuellement. Pourtant, vous avez œuvré plutôt dans l'ombre pour Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Fillon, arrêtez-moi si je me trompe. Pourquoi aujourd'hui vous avez choisi de rejoindre le RN en tant que candidate? Qu'est-ce qui vous a fait douter à droite pour rejoindre l'extrême droite? Alors, c'est le côté populaire du Rassemblement national, le fait qu'il porte les préoccupations des Français, le fait que moi je me sentais orpheline depuis que François Fillon a quitté le monde politique. Il manquait une figure forte? Il manquait une figure qui incarne un projet auquel je crois, pour redresser la France, et je dirais même pour sauver la France. Et lorsque vous dites dans l'ombre, je n'étais pas tant dans l'ombre que ça. Et d'ailleurs, je dirais aux médias que ce serait intéressant quelque part, parce que depuis 2 mois, la presse écrite, par exemple, ne mentionne même pas le fait que j'existe. C'est-à-dire qu'on critique souvent dans la presse, matin, midi et soir, les enfants de l'immigration. On n'en parle que de manière négative, eu égard à certains sujets liés à l'insécurité, au trafic de drogue. Mais lorsque des personnalités comme moi, et il y en a beaucoup d'autres, ont envie de s'investir pour montrer qu'eux aussi sont attachés à la France et veulent la servir, comme par hasard, on fait tout pour les faire passer sous les radars. Donc je n'étais pas si dans l'ombre que cela, parce que si vous vous souvenez de la campagne présidentielle de François Fillon, je suis apparue à ses côtés à nombre de reprises, et lui-même n'a jamais caché que j'étais proche de lui. J'ai été décorée à l'Élysée par le président Nicolas Sarkozy. Donc non, je n'étais pas dans l'ombre. Et ceux qui sont intéressés par les sujets de l'école et de l'intégration culturelle savent parfaitement que j'ai siégé longtemps au Haut Conseil de l'intégration et que j'ai largement participé à la rédaction de rapports officiels. Et qu'est-ce que vous répondez alors à ceux qui vous disent que le RN vous recrute de manière opportune parce que vous êtes issu de la diversité et que vous participez d'une certaine manière à la dédiabolisation du parti? Le parti n'est absolument pas diabolisé. Je pense que ce sont les médias qui font ce procès. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a une ferveur, il y a même, je dirais, l'expression d'un amour et d'une reconnaissance pour ce que Marine Le Pen porte, ce que Jordan Bardella porte, c'est-à-dire le rassemblement de tous les Français, le fait que tous les Français qui se retrouvent dans la France, les Français qui sont de cœur et d'esprit, qui sont attachés à la France, se retrouvent dans ce projet. Donc non, là c'est un sujet purement qui occupe les plateaux, les médias, mais ce que je ressens sur le terrain, c'est que je suis à la place où j'aurais dû être depuis que François Fillon est parti de la vie politique, parce que les enjeux sont extrêmement importants. Je considère qu'aujourd'hui on ne parle pas assez des questions européennes. Ce qui se joue aujourd'hui sur ces élections européennes, à savoir que, et là je vais le rappeler, le fait que des intellectuels très importants ainsi qu'Arnaud Montebourg ont lancé un appel très récemment dans le Figaro pour alerter sur le fait que ces élections européennes ne sont à nul autre pareil, parce que nous allons basculer très vraisemblablement, sauf si nous réussissons à renverser les équilibres politiques au Parlement européen, nous allons perdre notre droit de veto. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que les décisions seront prises à la majorité qualifiée et que donc le chef d'État français ne disposera plus de la capacité de dire non lorsque les projets sont contraires aux intérêts de la France et des Français. La deuxième chose, c'est que donc ce passage à la majorité qualifiée est véritablement catastrophique, et je vous engage à faire des émissions pour expliquer aux Français ce qui est en train de se jouer dans ces élections. Il y a également la question de l'élargissement, parce que nous voyons aujourd'hui qu'on essaie de tondre les Français une nouvelle fois, de leur faire les poches avec la question de l'assurance chômage de nouveau à modifier, et finalement on ne dit pas aux Français la réalité de ce que coûte l'élargissement. Nous perdons déjà 16 milliards par an, c'est-à-dire ce que la France donne à l'Union européenne. L'assurance chômage, ça n'est pas la faute à l'Europe. C'est toujours la même caisse. C'est-à-dire que d'un côté on dit nous n'avons plus d'argent dans les caisses, donc nous devons une nouvelle fois ponctionner les publics fragiles. Rappelons-le, en France, selon la DARES, il y a à peine 330 000 emplois disponibles. Et nous avons en catégorie A près de 3 millions de chômeurs. Donc les personnes qui ne trouvent pas de travail ne sont pas nécessairement des personnes qui sont feignantes, qui ne veulent pas travailler. Il n'y a pas nécessairement d'emploi. Comment voulez-vous dire à des personnes qui ne trouvent pas à travailler, maintenant, nous allons vous enlever de quoi vivre, vous nourrir et puis vous loger? C'est tout simplement inacceptable. Donc, et je rappelle, c'est la même caisse. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, dans le même temps, défendre les élargissements au niveau de l'Union européenne avec les dizaines de milliards que ça coûte, et même l'entrée des 8 pays plus l'Ukraine à laquelle on a promis de faire rentrer, et on ne dit jamais aux Français que l'élargissement
voilà ce que ça coûte, plusieurs dizaines de milliards par an de plus pour vous, Français. Et à côté de ça, on va vous enlever vos droits au chômage pour obtenir 3,6 milliards d'euros. Et une nouvelle piste, on parle de 3,6 milliards potentiellement récupérés avec ce qu'ils souhaitent faire, c'est-à-dire prendre dans la poche des Français chômeurs, donc fragiles. Et à côté de ça, vous avez des énormes postes dont on ne parle jamais. L'OCDE, l'immigration, 35 à 40 milliards par an. Rendez-vous compte, 3,5 ou 3,6 milliards et 35 à 40 milliards. Un autre poste, sur lequel on ne discute pas du tout. On ne peut pas tous les faire parce qu'il faut qu'on avance. Mais ça intéresse les Français. C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer aux plus faibles, aux plus démunis, aux plus fragiles. Quand vous êtes au chômage, vous êtes fragile, en position de vulnérabilité. Au lieu de s'attaquer à eux, attaquons-nous à ça. Et juste un dernier point, attaquons-nous également à tout, tout ce qui se passe au niveau millefeuille administratif. Vous avez un économiste qui s'appelle Sébastien Lay, L-A-Y-E. Je vous invite, chers téléspectateurs, à aller lire ce qu'il propose, qui est fort pertinent, pour faire en sorte qu'on arrête de faire que l'État, que la société française dépense environ 10 milliards à cause de ces problèmes administratifs. Votre point de vue est entendu. Réduisons tous les coûts liés à une administration pléthorique et sur des sujets qui sont pas nécessairement intéressants pour les Français. Les SS ne sont pas automatiquement des criminels. C'est ce qu'a dit la tête de liste du parti allemand AfD il y a quelques jours. Moralité, le RN a désormais cessé de siéger avec lui au Parlement européen. Est-ce que cette alliance commençait à devenir trop embarrassante? Parce que jusque-là, on a quand même le sentiment que ces deux partis sont alliés et que du coup, ils sont comparables. Ça commence à devenir là aussi trop dangereux de flirter avec cette frange en Allemagne? Ils ne sont pas comparables. Ils ne sont pas comparables. C'est-à-dire qu'au niveau du Parlement européen, il y a des alliances qui se font de manière thématique. Vous devez trouver des points d'accord avec d'autres partis politiques pour pouvoir pour faire tomber certains sujets, faire avancer d'autres. Je me réjouis du fait que la rupture soit actée avec l'AfD. Marine Le Pen, et c'est l'une des raisons pour laquelle je viens travailler avec elle pour servir la France, c'est que Marine Le Pen est nous sommes en parfaite osmose sur la question qui est français, c'est-à-dire par l'esprit et par le cœur. Et si vous voulez parler de l'AfD, allez poser la question à Marion Maréchal, Reconquête, qui a dit que le projet de remigration de l'AfD, et ça se retrouve encore sur Internet, c'était récent, février 2024, le projet de remigration de l'immigration, contre lequel Marine Le Pen s'est toujours élevée, est celui d'Éric Zemmour. La remigration, ça veut dire quoi? Moi, je vais vous dire, quand j'ai entendu certaines personnes parler de ce mouvement, j'étais assise dans une conférence il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais je rentre dans leur case, c'est-à-dire que même moi, ils vont me renvoyer. Et là, je me suis dit, mais j'ai une seule nationalité, je vais où? Et j'ai des enfants qui sont des enfants français de souche, leur père est d'origine également, éduqués dans la culture française. Il y en a beaucoup, comme moi, qui éduquent leurs enfants dans la culture française. Donc je le rappelle et je lance un appel aux médias. Faites attention, soyez bien avisés, parce que le traitement qui m'a été infligé depuis le début de mon engagement, il est regardé par d'autres enfants de l'immigration. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages me disant, regardez, là, vous vous engagez, vous avez un parcours, parce que mon parcours se retrouve, j'ai un parcours y compris académique, et on ne vous respecte pas. Et donc, à travers vous, c'est le fait qu'on ne veut pas nous reconnaître, on ne veut pas reconnaître qu'on puisse devenir français. Et donc, Marine Le Pen est claire sur ce sujet. Je suis en totale, et je le répète, osmose avec ce qu'elle porte pour la France et le peuple français. Et puisque vous parlez des valeurs de la République, qu'est-ce que vous attendez du déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en ce moment même d'ailleurs? Alors j'attends déjà, moi ce que je regrette, c'est qu'une nouvelle fois, parce qu'il y a eu toute une série, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la crise des agriculteurs, c'est que un président, un chef, moi je travaille dans le monde de l'entreprise, donc aussi un chef, tout chef, ce qu'on lui demande, c'est de détenir une capacité d'anticipation, une vision, une capacité d'anticipation. Et malheureusement, il en est apparemment dépourvu. C'est-à-dire qu'il a été alerté par un certain nombre d'observateurs, y compris Marine Le Pen, qui le 19 mars avait téléphoné à Gérald Darmanin et avait dit « ce n'est pas le moment ». Il y a des situations, il vaut mieux temporiser. Et je dirais que, vous voyez, par exemple, je donne l'exemple précis. Là, il arrive, à peine il arrive, il dit « l'état d'urgence ne sera pas prolongé. Non, vous arrivez dans une situation explosive,
vous faites profil bas. Vous dites, nous allons nous réunir. C'est aussi pour ça qu'il à huis clos. a vu les différentes parties à huis clos. Oui, mais il arrive, il dit déjà ce qu'il veut faire. Il peut faire une déclaration d'intention avant ensuite d'aller négocier. Non, il parle toujours de l'ambiguïté stratégique. Il est tout sauf dans une ambiguïté stratégique. C'est-à-dire qu'on lit à travers et de toute façon, il ne s'empêche pas de parler et il dit, moi, je. Il y a des situations, lorsque c'est compliqué, où on doit accepter de se taire, de faire des réunions à huis clos, dont rien ne doit sortir, parce que ça permet aux intervenants de dire véritablement ce qu'ils ont dans le cœur et d'essayer de trouver une entente. Et sur cette question de la Nouvelle-Calédonie, je vais rappeler ce qu'a dit le géopoliticien Jean-Dominique Merchet. Il a dit « Force est de reconnaître que la seule qui a un projet et qui a une attitude responsable sur la Nouvelle-Calédonie, il a dit, c'est Marine Le Pen. » C'est un point de vue partisan. En tout cas, merci beaucoup Malika Sorel d'avoir été notre invitée ce matin